Alors, notre cours aujourd'hui est intitulé la myasthénie. La définition, c'est quoi la myasthénie? Myasthénie, c'est un mot composé. MY, c'est myocyte. Asthénie, c'est fatigue, fatigue musculaire. Elle est appelée aussi myasthénia gravis en latin ou en anglo-saxon, en langue anglo-saxonne. Elle est appelée aussi la maladie d'Herbe-Goldflam, qui sont les deux médecins qui ont décrit pour la première fois cette affection. Alors, c'est une maladie auto-immune, il y a un dysfonctionnement du système immunitaire qui est caractérisé par l'existence d'un bloc au niveau de la jonction neuromusculaire. Sur le plan clinique, elle va se traduire par une faiblesse musculaire, un déficit moteur qui apparaît à l'effort et qui disparaît complètement au repos. C'est une fatigabilité anormale. Le thymus joue un rôle important dans la genèse de cette maladie. Alors, diapo suivante. Voici la jonction neuromusculaire. Vous avez ici la terminaison nerveuse, le bouton, le renflement terminal de l'arborisation du neurone moteur qui est rempli de vésicules. Et le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine. Lorsque un flux nerveux arrive à la terminaison nerveuse, il va y avoir libération de ces vésicules d'acétylcholine dans la fente synaptique et ils vont se fixer les récepteurs postsynaptiques, les récepteurs à l'acétylcholine. Oui, on a déjà commencé le cours la dernière fois, mais on a fait 20 minutes. Je vais reprendre à zéro tout le cours. Comme ça, au moins les gens qui n'ont pas assisté vont assister dès le début. Alors, le neurotransmetteur, il est libéré dans la fente synaptique, il se fixe sur le récepteur et il va entraîner une contraction du muscle. Voici une séquence vidéo qui va illustrer ça. J'espère que la vidéo, ça va marcher. Le lien ne marche pas. De toute façon, on l'a vu la dernière fois, la jonction avec le bloc. Alors, c'est fait en physiopathologique. Il y a des anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine qui vont se fixer sur les récepteurs et qui vont bloquer la transmission au niveau de cette jonction. C'est un bloc de la jonction neuromusculaire qui est de type postsynaptique. La partie présynaptique, la terminaison nerveuse, les vésicules, la membrane présynaptique, la fente synaptique, tout ça, c'est bon, mais le blocage se fait au niveau de la membrane postsynaptique dans cette zone bien différenciée de la membrane cytoplasmique des myocytes, là où il y a les récepteurs d'acétylcholine qui sont bloqués. Voici la jonction neuromusculaire normale, la terminaison nerveuse, le renflement au niveau de la terminaison axonale, les vésicules, la libération de l'acétylcholine dans la fente et cette zone très différenciée de la membrane cytoplasmique des myocytes où il y a des franges comme ça. Et au sommet de ces franges, vous avez une concentration des récepteurs à l'acétylcholine. Lorsque le neurotransmetteur se libère, il se fixe sur le récepteur. Une fois qu'il est fixé sur le récepteur, ça va ouvrir les canaux sodium, une entrée massive de sodium dans le muscle et le déclenchement d'un potentiel d'action et une contraction de la fibre musculaire. Lorsqu'on est atteint de la myasthénie, la membrane postsynaptique, vous voyez que les franges ne sont pas aussi bien développées que le sujet normal et les récepteurs ne sont pas fonctionnels. Il y a l'anticorps qui se fixe sur le récepteur. Là, la jonction neuromusculaire normale. En cas de myasthénie, ce que vous voyez là en bleu, ce sont les auto-anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine. Et lorsqu'il se fixe sur le récepteur va entrer dans le cytoplasme de la cellule par endocytose et il va être digéré au niveau de l'appareil de Golgi. Et comme ça, on a des récepteurs acétylcholiques qui disparaissent au niveau de la membrane postsynaptique. C'est une maladie de l'adulte jeune. En général, elle commence
entre 20 et 40 ans, mais ça peut se voir aussi au-delà de 40 ans, c'est le sujet âgé. Beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme, à peu près 2 femmes pour un homme. C'est une affection rare, sa prévalence est de l'ordre de 1 cas pour 40 000 habitants. Le début est souvent progressif, ça commence lentement par une fatigue musculaire non systématisée. Ça ne suit pas une systématisation nerveuse, ce n'est pas une hémiplégie ou une paraplégie ou un déficit dans le territoire d'un tronc nerveux, c'est une fatigue musculaire sans systématisation neurologique. Mais elle a, la myasthénie, une prédilection pour certains groupes musculaires. Les groupes musculaires les plus atteints, les muscles oculomoteurs. Alors, s'il vous plaît, il faut désactiver vos micros, sinon ça va faire du bruit parasite. Oui, monsieur, désolé. Alors, les muscles oculaires qui sont touchés en premier, à peu près dans 60% des cas, 3 cas sur 5, les muscles qui sont d'innervation bulbaire, c'est-à-dire les muscles de la déglutition, de la phonation, aussi de la mastication, et puis les membres, et au niveau des membres, c'est surtout les muscles des ceintures, la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Ça peut toucher aussi les muscles du cou, avec une faiblesse de la musculature au niveau du cou, avec une tête qui peut être parfois une tête tombante. Il a du mal à tenir la tête droite, le malade. Alors, ce déficit moteur, il est fluctuant. En général, le malade, il est en forme le matin, bien portant, une force à peu près normale, et le déficit s'aggrave au cours de la journée. Et en fin de journée, le malade il est complètement épuisé. Le maximum de déficit est observé à la fin de la journée. Et cette fluctuation comme ça journalière de la force musculaire, elle est très caractéristique de la myasthénie. Et lorsqu'on fait l'examen, on tape les réflexes qui sont présents, symétriques, tout à fait normaux. Il n'y a pas de trouble du tonus, il n'y a pas d'hypotonie ni d'hypertonie, il n'y a pas de fasciculation musculaire et l'examen de la sensibilité est tout à fait normal. Le malade il n'a pas de trouble sensitif subjectif et lorsque vous examinez la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde, il n'y a pas d'anomalie. Les troubles oculaires sont les plus grands et qui révèlent dans plus de la moitié des cas la maladie, qui sont dominés par 2 symptômes majeurs, à savoir l'optosis et la diplopie. L'optosis, c'est-à-dire une chute de la paupière supérieure. L'optosis, il est unilatéral, il peut être bilatéral, mais souvent asymétrique, un côté qui est un peu plus touché que l'autre. Il est variable dans la journée, les yeux sont bien ouverts le matin et début d'après-midi, ça commence à avoir une petite chute de la paupière et en fin de journée, vraiment, la paupière qui chute de façon manifeste. C'est très marqué le soir. La diplopie, elle est intermittente, variable dans la journée. Diplopie, c'est le fait de voir double. C'est un défaut de parallélisme des axes optiques des 2 yeux. Et l'image captée par l'œil droit et l'œil gauche ne sont plus superposables et le malade va avoir une vision double. En général, c'est une diplopie horizontale, c'est-à-dire les 2 images sont décalées un peu horizontalement l'une par rapport à l'autre. Et lorsqu'on fait l'examen de l'oculomotricité, demander au malade de regarder vers la droite, vers la gauche, vers le bas pour voir l'abduction du regard, l'adduction, l'élévation, l'abaissement, on va trouver une paralysie oculomotrice, une paralysie d'un droit externe, d'un droit interne, d'un droit supérieur. Et lorsqu'on réunit les muscles oculomoteurs qui sont paralysés ou qui sont faibles, ils n'ont pas de systématisation neurologique. Ce ne sont pas les muscles qui dépendent du nerf moteur oculaire commun ou du nerf oculaire externe ou du pathétique. Ce n'est pas une paralysie du 3, du 4 ou du 6. Ils n'ont pas de systématisation. Ça touche au hasard 2 ou 3 muscles oculomoteurs. La musculature intrinsèque de l'œil, c'est-à-dire les muscles constructeurs et dilatateurs de la pupille, ne sont pas touchés. Les pupilles sont de taille normale. Le réflexe photomoteur il est présent et il n'y a pas d'anomalie de la motricité pupillaire.
Voici quelques images. Là, vous avez un ptosis du côté droit. À gauche, l'œil s'ouvre normalement. Là, un ptosis bilatéral mais asymétrique, il est plus marqué à droite. À gauche, il a un ptosis aussi, mais moins marqué. Regardez la taille de la fente palpébrale qui est plus réduite du côté droit. Et ici, chez cette dame, on a un ptosis bilatéral très important. On voit à peine la fente palpébrale. Et c'était une forme sévère de myasthénie. Comme vous voyez, le malade elle porte un masque nasal parce qu'il est sous oxygène, parce qu'elle a des difficultés respiratoires liées à sa myasthénie. Alors, après les muscles oculomoteurs et le ptosis, le deuxième groupe musculaire qui peut être atteint sont les muscles de la mastication, de la déglutition et de la phonation. Alors, la faiblesse musculaire touche les muscles masticateurs. Le malade, au cours du repas, au début, il peut mâcher convenablement les aliments solides, mais au fur et à mesure du repas, les muscles masticateurs deviennent faibles et il ne peut plus mâcher les aliments solides. La déglutition aussi, elle est perturbée. Les premières bouchées, il peut avaler normalement, mais par la suite, il a du mal à avaler le bol alimentaire et il risque de faire des fausses routes, un reflux des aliments par le nez, un passage accidentel des aliments vers les voies respiratoires supérieures, ça passe dans la trachée et peut entraîner des suffocations, des fausses routes et des tout. La voix, elle est normale au début de la conversation, mais par la suite, elle devient progressivement nasonnée par défaut des contractions des muscles de l'oropharynx. Et on a l'impression que le malade parle avec le nez, une voix nasonnée, et qui s'affaiblit, la tonalité du discours s'affaiblit et devient complètement incompréhensible et inintelligible. Les muscles de la face sont atteints, les muscles de la mimique, l'orbiculaire des paupières. On a vu que le releveur de la paupière il est touché, mais même lorsqu'on demande au malade de fermer très fort les yeux et on essaie d'ouvrir la fente palpébrale, il n'y a pas de résistance, il y a un déficit de l'orbiculaire des paupières. Les plis au niveau du visage, le pli nasogénien sont effacés. Le malade, il a aussi une faiblesse des muscles orbiculaires des lèvres, il ne peut pas fermer les lèvres convenablement, il ne peut pas souffler, il ne peut pas siffler. Si on lui demande de foncer les sourcils, il ne peut pas faire les rides au niveau du front par déficit des muscles possédés de la face. Alors, on a vu l'atteinte oculaire, des muscles innervés par la région bulbaire, l'atteinte de la face, le tronc et les membres. Au niveau du tronc, ce sont surtout les muscles cervicaux et le malade il a la tête tombante, il a du mal à tenir la tête droite et assez souvent le myasthénique, s'il est assis devant une table ou devant, il a tendance de mettre la main comme ça sous le menton pour éviter la chute de la tête en avant. Au niveau des membres, le déficit prédomine au niveau des ceintures, au niveau des racines, les muscles proximaux des membres, au niveau aussi bien des membres supérieurs que les membres inférieurs. Et même au niveau des membres, on a toujours cette fluctuation. La force musculaire au niveau des membres, elle est normale le matin au réveil et au cours de la journée, la faiblesse musculaire s'accentue et le malade, il va présenter cette fatigue et cette faiblesse musculaire. Alors, devant un tableau évocateur de myasthénie, il faut faire certains examens complémentaires pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Et en premier, un test pharmacologique qu'on peut faire dans le cabinet de consultation en injectant un inhibiteur de la cholinestérase qu'on va voir tout à l'heure, l'injection de prostigmine ou du tensilon en intramusculaire ou en intraveineux. Et cette injection va entraîner une amélioration importante des signes de myasthénie. Si le malade avait un ptosis, il va disparaître rapidement, au bout de 10-15 minutes maximum après l'injection. Mais si on fait l'injection en intraveineux, l'effet est immédiat et spectaculaire.
la faiblesse musculaire disparaît, le ptosis disparaît, les troubles, la voie nasonée devient normale. Le test, il est positif dans 90% des cas, mais s'il est négatif, il n'élimine pas le diagnostic de la myasthénie. S'il est positif, il confirme le diagnostic de myasthénie. S'il est négatif, c'est possible que ce soit une myasthénie, ce n'est pas exclusif. Le deuxième examen complémentaire, c'est la recherche de ces auto-anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine, qui sont le plus fréquents, anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine positifs dans à peu près 4 cas sur 5. D'autres types d'anticorps qui touchent d'autres protéines au niveau de la jonction antimusculaire, neuromusculaire, les anticorps anti-muscles, dirigés contre des protéines associées au récepteur à l'acétylcholine, muscle specific kinase, observés dans à peu près 10% des cas, des anticorps anti-LRP4 qui ont à faible affinité, observés dans 5 à 10%, surtout dans les formes sévères de myasthénie généralisée. Alors, on a vu le test pharmacologique, les tests sérologiques, la recherche d'anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine. Alors, à quoi sert la prostigmine? La prostigmine, c'est un anticholinéstérasique. Je vous ai dit que le neurotransmetteur au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, une fois il est déversé dans la jonction neuromusculaire, il doit se fixer sur le récepteur postsynaptique, le récepteur de l'acétylcholine. Si les récepteurs sont détruits par les auto-anticorps, le neurotransmetteur il a du mal à trouver les quelques récepteurs qui restent. Et pendant cette recherche, ils vont être rapidement dégradés par l'acétylcholinéstérase qui existe au niveau de la fente synaptique. Si on bloque l'acétylcholinéstérase, l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine, le neurotransmetteur il va trouver plus de temps pour trouver le récepteur, se fixer sur le récepteur et entraîner la conduction, la stimulation du muscle. Ce qui fait, si on bloque la cholinéstérase, on améliore la transmission neuromusculaire, même s'il n'y a pas assez de récepteurs, le neurotransmetteur, il a le temps de se fixer sur les quelques récepteurs qui restent et déclencher une contraction musculaire. Alors, test pharmacologique, les anticorps, et le troisième examen, l'électromyogramme. L'électromyogramme est l'objectif, le bloc neuromusculaire qui se traduit par une diminution progressive de l'amplitude des potentiels d'unité motrice lors de la stimulation répétitive à haute fréquence. On va placer l'électrode de stimulation sur un nerf moteur, par exemple sur le nerf médian au niveau du poignet, et on enregistre l'activité musculaire au niveau du corps abducteur du pouce, et on stimule plusieurs fois de façon répétée à 10 Hz, 20 Hz de stimulation, et on va enregistrer le potentiel d'action. Normalement, l'amplitude du potentiel d'action entre la première stimulation et la cinquième, si on a 5 stimulations, un train de 5 stimulations, l'amplitude est constante du premier potentiel d'action jusqu'au cinquième potentiel d'action. Lorsqu'on a une myasthénie, pour la première réponse, on a un potentiel d'action qui fait par exemple 2 millivolts, la deuxième 1,8, 1,7, 1,4, 1,2, et ça diminue progressivement parce que lorsqu'on stimule le nerf moteur, on a de moins en moins de fibres musculaires qui répondent, le nombre d'unités motrices qui répondent à la stimulation diminue et l'amplitude du potentiel d'action diminue. Alors, pour dire qu'il y a une myasthénie, il faut que l'amplitude du potentiel d'action, la première réponse par rapport à la cinquième réponse, il y a une diminution d'au moins de 15% de l'amplitude du potentiel d'action moteur. Et cette diminution de l'amplitude s'appelle le décrément myasthénique, qui est très caractéristique de la myasthénie, décrément myasthénique ou le phénomène de Joly pour les gens amateurs de noms propres. Est-ce que le tracé est de type myogène? Non. Là, on enregistre un seul potentiel d'action qui est induit par une stimulation
d'un nerf moteur. Je ne parle pas de l'activité musculaire volontaire. Le tracé n'est pas de type myogène. Alors, quels sont les examens complémentaires qu'on demande au cours de la myasthénie? L'électromyogramme, il doit être fait à tous les coups. Lorsqu'on suspecte une myasthénie, il faut rédiger une demande d'électromyogramme et spécifier dans la demande que vous cherchez une myasthénie et qu'il faut faire une stimulation nerveuse répétitive à la recherche du décrément myasthénique. Le test pharmacologique, il est très facile à faire, comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir des ampoules de prostaglandine dans votre cabinet de consultation, au box de consultation, et vous faites le test au cours de l'examen. La recherche d'auto-anticorps, elle n'est pas nécessaire pour le diagnostic, c'est pas obligatoire. C'est un dosage qui se fait par méthode d'élysase. Le dosage en lui-même n'est pas difficile à faire, mais comme la myasthénie est une maladie rare, l'examen est très peu demandé. Et pour acheter un kit pour le dosage de ces auto-anticorps, ça coûte cher. Et ce n'est pas rentable pour les laboratoires d'immunologie ou de biologie de faire ce test-là pour faire un malade tous les 3 ou 4 mois et ouvrir un coffret pour faire un seul malade. Ce qui fait dans nos hôpitaux et même dans le privé, on ne le fait pas. Et si on a un doute diagnostique et on veut le faire, on fait les prélèvements, ils sont envoyés et ils sont dosés à l'étranger. Là, un autre électromyogramme qui montre ce décrément myasthénique. Caractéristique de la myasthénie, je vous ai dit que l'amplitude du potentiel d'action doit diminuer d'au moins de 15%, mais dans les cas habituels de myasthénie, on peut avoir des décréments de 30-40% facilement. Alors, sur le plan évolutif, la myasthénie, c'est une maladie chronique, c'est une maladie dont l'évolution est capricieuse, imprévisible, et qui peut être émaillée de complications essentiellement respiratoires. La hantise devant une myasthénie, le risque majeur, c'est d'avoir une détresse respiratoire. Cette décompensation de la myasthénie peut être attribuée à 2 éléments très importants. Il peut s'agir d'une crise de myasthénie ou un surdosage par les anticholinésterasiques. Alors, ces poussées de myasthénie ou ces accès d'aggravation de myasthénie qui mettent en jeu le pronostic vital du malade par la détresse respiratoire peuvent survenir spontanément dans certains cas, mais le plus souvent, ils sont déclenchés par un facteur surajouté, à savoir une infection intercurrente, une grippe, une intervention chirurgicale, un surmenage, la période menstruelle chez la femme, une anesthésie générale et surtout la prise de certains médicaments qui aggravent la myasthénie, qu'il faut connaître. Il y a toute une liste de médicaments complètement contre-indiqués dans la myasthénie. Il y a des médicaments qui sont déconseillés. Il vaut mieux ne pas les utiliser. Si on les utilise, il faut les utiliser avec beaucoup de précautions. Voici sur cette diapositive sont listés les médicaments qui aggravent la myasthénie. Les médicaments formellement contre-indiqués, les aminosides. Alors, on commençait par les antibiotiques, aminosides, la colimycine, la polymyxine, les cyclines injectables, les antiarythmiques, la quinine, la chloroquine, la quinidine, l'anesthésique, la propionamide, le verapamil, un antiépileptique, le Didan, le diphényl-udentuine, un myorelaxant, le dandrolène, la dépénicillamine, les produits d'anesthésie qui relâchent le muscle, ce qu'on appelle les curarisants. De toute façon, les curarisants, lorsqu'on fait l'anesthésie générale, on utilise 2 classes de médicaments, un hypnotique pour endormir les malades et un curarisant qui bloque la jonction neuromusculaire pour avoir un relâchement complet au cours de l'acte opératoire. Et chez les malades myasthéniques, il faut éviter les curarisants. Le magnésium en intraveineux. Les médicaments qu'on peut utiliser chez le myasthénique, mais avec beaucoup de précautions, les neuroleptiques, les benzodiazépines,
la carbamazépine, un antiépileptique, et le lithium, qu'on utilise surtout en psychiatrie pour les troubles bipolaires. Sur question, morphine et ses dérivés n'est pas sur le liste. Là, les hypnotiques, on peut l'utiliser. Les cures à raison, non. La morphine, c'est un hypnotique. Ok, merci. Alors, la crise, lorsqu'on a une détresse respiratoire, je vous ai dit qu'il y a deux cas de figure. Il peut s'agir d'une crise myasthénique ou d'une crise cholinergique. Alors, la crise myasthénique, elle fait toute la gravité de la maladie parce qu'elle peut mettre en jeu la vie du malade et le pronostic vital. L'aggravation majeure de la fatigabilité musculaire, elle peut être de survenue brutale, un déficit des muscles respiratoires qui nécessite l'intubation, mettre le malade sous machine, le ventiler au moins à la main au début avec un grand but et en attendant les urgences et par la suite le mettre en réanimation sous machine. Le deuxième cas de figure, c'est les malades qui ont une myasthénie connue, qui prennent le médicament anticholinésterasique et les malades myasthéniques, ils prennent 3 à 4 comprimés par jour. Lorsqu'ils ont une aggravation des symptômes, ils se sentent un peu fatigués plus que d'habitude, on peut tolérer par exemple d'augmenter la dose au lieu de 4, prendre 5, 6 comprimés pour booster un peu la force musculaire en fin de journée. Et cette marge de manœuvre qu'on laisse un peu aux malades de manipuler tout seul, parfois ils font des surdosages parce qu'ils ne sont pas contents du résultat et au lieu de prendre 4 ou 5 comprimés, ils prennent 8 comprimés par jour d'anticholinésterasique et ce surdosage va bloquer aussi les jonctions neuromusculaires. Comment on le soupçonne? Lorsqu'il y a la notion de crampes musculaires, les signes muscariniques, les crampes musculaires, les sueurs, l'hypercialorée, hypersécrétion bronchique, les fasciculations musculaires. Parfois, on a du mal de faire la différence entre une crise cholinergique et une crise myasthénique, surtout lorsque le malade il est en détresse respiratoire et on ne peut pas faire correctement l'interrogatoire. Dans ce cas, on intube le malade, on le met sous ventilation mécanique, ventilation assistée, et on arrête le traitement anticholinésterasique pendant 24 heures. Le malade il est sous machine, on ne risque rien, même s'il a une faiblesse musculaire, il est ventilé par la machine, et par la suite, on reprend progressivement le traitement anticholinésterasique. On passe maintenant pour voir un peu les formes cliniques de la myasthénie, la forme de la femme enceinte. Alors, au cours de la grossesse, est-ce que la myasthénie s'aggrave ou est-ce que au cours de la grossesse ou au contraire, elle s'améliore? Ça dépend des cas. Elle est imprévisible. Il y a des femmes, au cours de la grossesse, il y a une amélioration un peu de la myasthénie. Par contre, chez d'autres malades, il y a une aggravation pendant la myasthénie. En général, c'est le 3e trimestre qui gêne un peu. L'utérus qui gonfle un peu de plus en plus, ça refoule un peu le diaphragme. Si le malade il a une faiblesse des muscles de la cage thoracique, ça va aggraver un peu les difficultés respiratoires et ça peut aggraver la myasthénie. La malade peut avoir quelques gênes. Mais le traitement il est maintenu pendant la grossesse. Il n'y a pas de contre-indication pour les anticholinésterasiques au cours de la grossesse, mais il faut une surveillance plus rapprochée que d'habitude. Alors, si la mère est myasthénique, on peut avoir chez le nouveau-né la myasthénie néonatale. Comme je viens de le dire, la myasthénie est due à une synthèse pathologique d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. Ce sont des anticorps de type IgG. Et ces anticorps passent la barrière la barrière placentaire, materno-fétale. Surtout en fin de grossesse, entre le placenta et l'utérus, il y a un échange beaucoup plus important, la perméabilité augmente et les anticorps peuvent passer. Et le nouveau-né, au moment de la naissance, il a plein d'anticorps antirécepteurs et il y a une myasthénie néonatale. Et il faut
s'attendre à ça. Et si le nouveau-né il a une détresse respiratoire à la naissance, c'est dû au passage passif de ces auto-anticorps de la mère vers le fœtus. Et on peut être amené à ventiler le nouveau-né pendant 3 à 4 jours, le temps que ces anticorps qui sont passés chez le fœtus, le nouveau-né, soient largués et qui vont être dégradés progressivement et le nouveau-né va reprendre une respiration normale. Les formes associées, je vous ai dit que le thymus joue un rôle dans la physiopathologie de la sclérose en plaques. Pratiquement un malade sur 2 qui a une myasthénie a une pathologie du thymus. Le thymus, c'est cet organe qui existe au niveau du médiastin antérieur et supérieur, qui est bien développé chez l'enfant, mais par la suite, il va subir une involution, mais il peut persister chez certains malades, surtout les malades qui ont une myasthénie, cet organe où se fait la maturation des lymphocytes. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en cas de myasthénie? Il peut s'agir d'une simple hyperplasie thymique, un thymus qui n'a pas involué avec l'âge et qui reste un peu gros, soit une tumeur thymique qui peut être bénigne ou maligne, un thymome bénin ou un thymome malin. Ce qui fait, à chaque fois qu'on fait le diagnostic de myasthénie, il faut faire au moins un scanner thoracique pour explorer le médiastin antérieur et chercher de façon minutieuse est-ce qu'il y a une hyperplasie ou une tumeur thymique associée à la myasthénie. La myasthénie est une maladie auto-immune et qui peut s'associer à d'autres maladies auto-immunes, en particulier la maladie de base 2, la thyroïdite d'Hashimoto, la polyarthrite rhumatoïde, le pemphigus, le lupus érythématoïde disséminé, les anémies hémolytiques auto-immunes. Et la liste est longue, mais les plus fréquents, c'est surtout la thyroïdite inflammatoire, le base 2, la Hashimoto et la polyarthrite rhumatoïde. Voici là une radiographie du thorax, de face et de profil, et vous regardez, il y a ici au niveau du heel, du côté droit, le heel droit de poumon, vous avez cette image bien circonscrite, arrondie, hyperdense, et sur le profil, elle est juste derrière le sternum, arrondi, bien limité, et sur le scanner, vous avez les gros troncs artériels, et juste en avant, c'est un scanner fait avec injection, vous avez cette énorme masse rétrosternale qui correspond à une tumeur thymique qui est bien limitée, qui a l'air plutôt bénigne, mais elle est énorme. Alors, quelles sont les affections qui peuvent prêter à confusion avec la myasthénie? La psychasthénie, l'asthénie d'origine psychogène. Dans ce cas, l'électromyogramme est normal. Le deuxième diagnostic différentiel, le syndrome myasténiforme paranéoplasique, ça se voit dans le cancer bronchique à petites cellules, carcinome bronchique à petites cellules. Et au cours des carcinomes bronchiques à petites cellules, on a ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique avec une synthèse d'anticorps et qui ne sont pas dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine, mais qui sont des anticorps dirigés contre les canaux potassium voltage dépendants qui existent au niveau de la membrane présynaptique et qui vont altérer la transmission neuromusculaire. C'est un bloc de la jonction neuromusculaire de type présynaptique. Alors, lorsqu'on fait des contractions musculaires répétées chez les malades qui ont le syndrome paranéoplasique, un syndrome myasténiforme paranéoplasique, lors de la contraction musculaire répétée, on a une amélioration de la force musculaire au début de l'exercice. Après 4-5 contractions, la force musculaire s'améliore et par la suite, elle va diminuer et qui va s'effondrer lorsque l'effort se prolonge. Il y a une atrophie et un déficit musculaire permanent dans le syndrome
myasthéniforme par néoplasique de Lamberton. Et cette amyotrophie et le déficit permanent touchent essentiellement les muscles proximaux, essentiellement la ceinture pelvienne, les muscles de la cuisse avec amyotrophie, un syndrome qui ressemble à un syndrome myopathique, et les muscles de la face sont en général épargnés. Il n'y a pas de faiblesse musculaire au niveau de la face, au niveau des muscles masticateurs, il n'y a pas le faciès myasthénique qu'on a vu tout à l'heure. D'autres diagnostics différentiels peuvent se poser. Le syndrome myasthénique congénitaux sont des maladies congénitales au cours de lesquelles on a une malformation congénitale au niveau de la plaque motrice. Cette zone bien différenciée de la membrane cytoplasmique du myocyte, là où il y a les récepteurs à l'acétylcholine, elle est mal formée de façon congénitale et ça donne des syndromes myasthéniques congénitaux qui sont très rares. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Lorsqu'on a des troubles oculaires, lorsqu'on a un ptosis, lorsqu'on a une paralysie oculomotrice, les diagnostics qui peuvent se poser sont essentiellement la myopathie oculaire. Lorsqu'on a une maladie primitive au niveau du muscle oculomoteur qui va entraîner une paralysie oculomotrice. Dans les myopathies oculaires, on a une faiblesse des muscles oculomoteurs, mais qui touche l'ensemble de la musculature oculomotrice. Le malade, il a du mal à orienter le regard vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, où l'amplitude des mouvements il est diminuée, mais puisque ça touche de façon diffuse tous les muscles, il n'y aura pas de diplopie, il n'y a pas de défaut de parallélisme des axes optiques. Une autre forme aussi de myopathie, la myopathie oculopharyngée. Myopathie oculopharyngée, c'est une myopathie qui touche les muscles oculomoteurs et les muscles d'innervation bulbaire, c'est-à-dire les muscles du pharynx. Ce sont des affections d'origine héréditaire qui évoluent très lentement vers l'aggravation. Il n'y a pas de cette fluctuation au cours de la journée et ça évolue sur des années de façon très progressive. Lorsqu'on a des troubles de la déglutition, la myopathie oculopharyngée, on l'a déjà cité, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Au cours de la SLA, on a les autres signes de la SLA. La SLA, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cours sur la SLA, je pense, non? Alors, au cours de la SLA, vous avez l'amyotrophie des mains, la main d'Aaron du chien, la main le déficit distal au niveau des membres supérieurs, et par la suite vont s'installer les troubles de la déglutition, les réflexes qui sont vifs, les fasciculations, tous les signes le cortège qu'on voit au cours de la SLA. Mais dans la SLA, on peut avoir les SLA avec un début par les troubles de la déglutition, la SLA à début bulbaire, et dans ce cas, ça peut prêter à confusion avec la myasthénie. Il faut faire attention, bien examiner la cavité buccale, rechercher s'il y a des fasciculations de la langue, est-ce que la langue est atrophique ou pas. S'il y a une atrophie ou des fasciculations, c'est un argument très important en faveur de la SLA. S'il n'y a pas, et on a un doute entre la sclérose latérale amyotrophique à début bulbaire ou une myasthénie qui commence par les troubles de la déglutition, fait l'électromyogramme qui va départager entre les deux affections. Dans la SLA, il va montrer un tracé de type neurogène et dans la myasthénie, on va avoir le bloc de la jonction neuromusculaire et ce fameux décrément, cette diminution de l'amplitude des potentiels moteurs lors de la stimulation répétitive du nerf moteur. Les tumeurs du tronc cérébral, en général, le tableau est beaucoup plus grave et beaucoup plus riche que la myasthénie. Tumeur du tronc, ça peut donner des troubles de déglutition, ça peut donner des troubles oculomoteurs, mais en général, lorsqu'on a une tumeur du tronc, ça touche les voies longues, ascendantes et descendantes, la voie pyramidale, la voie spinothalamique, ce qui on va voir d'autres signes neurologiques associés. On a une atteinte de la substance réticulée au niveau du tronc cérébral, ça peut entraîner des troubles de la conscience. En général, le tableau est beaucoup plus riche que la myasthénie. Parfois, on évoque la polyradiculonévrite. Si on a une myasthénie qui commence de façon rapide et brutale avec une paralysie au niveau des membres, des troubles de déglutition, des troubles de la phonation, un ptosis,
Ça peut être une PRN, comme ça peut être une myasthénie. Je me souviens très bien d'une jeune étudiante que j'ai vue il y a maintenant plus de 10 ans, une étudiante qui était à la faculté de lettres, je pense, qui a développé des troubles de la phonation, la voix qui est devenue nasonnée. Elle était voir son médecin généraliste, il n'a pas trouvé grand-chose. Il envoie au médecin ORL, l'examen de la gorge normale, qu'est-ce que ça peut être une voix nasonnée, la motricité du voix le paraît normal. Il lui fait quand même une laryngoscopie pour voir la mobilité des cordes vocales, est-ce qu'elle a un polype ou un truc au niveau des cordes vocales, tout est normal. Il s'est dit, c'est une jeune fille, peut-être qu'elle est un peu hystérique, elle fait un peu de cinéma. Il l'envoie au psychiatre. Et le psychiatre, il l'a vu, elle avait quelques traits de personnalité hystérique. Il va lui donner un peu de calcium et en plus, il donne un peu une benzodiazépine, un peu de tranxène. Elle prend un comprimé de tranxène dans l'après-midi. Même pas une demi-heure après, elle fait une détresse respiratoire, elle est hospitalisée en réanimation. En réanimation, intubée, ventilée pendant plusieurs jours. Le diagnostic, ils l'ont pensé. Elle avait une tétraplégie flasque, une paralysie de la cage thoracique, aucune respiration spontanée. Elle avait un ptosis bilatéral et complètement une tétraplégie avec diplégie faciale. C'est quoi? Premier diagnostic d'installation aiguë, c'est maladie de Guillain-Barré ou polyradiculonévrite. Et comme la malade est intubée ventilée, on ne pouvait pas faire l'EMG pour confirmer est-ce qu'il s'agit d'une neuropathie diminuante vraiment en Guillain-Barré ou pas. On lui fait une ponction lombaire, elle est normale, il n'y a pas de dissociation. Mais la dissociation dans les formes aiguës de Guillain-Barré, les formes comme ça, suraiguës d'installation rapide, la dissociation peut être retardée de quelques jours à une semaine, c'est possible. Devant cette tergiversation, j'ai été appelé par mes collègues réanimateurs, j'ai examiné la malade. C'est vrai, ça ressemble à elle avait une tétraplégie flasque avec réflexie, avec une malade qui est consciente, mais malheureusement, elle est intubée ventilée, elle ne peut pas répondre. Alors, je me suis adressé à la maman, comment les choses se sont passées. Elle m'a raconté l'histoire, comme quoi ça fait quelques semaines qu'elle a un peu la voix nasonnée. Elle m'a raconté tout le circuit qu'elle a fait. Je me suis dit, quand même, malade qui est bien importante dans l'après-midi, elle prend un comprimé de tranquillisant, elle se trouve en réanimation. Ça ne peut être qu'une myasthénie. Et j'ai eu le réflexe de demander l'infirmier de réanimation, j'étais avec les collègues, les médecins de la réanimation, 2 ampoules de prostigmine. On lui injecte 2 ampoules de prostigmine et c'était l'effet miracle. Le médecin magicien, en même pas 10 minutes, la malade est assise dans son lit, extubée et avec une force musculaire tout à fait normale. C'était une crise de myasthénie induite par la prise de benzodiazépine, le comprimé de tranxène, qui a basculé la malade en réanimation et qui a failli mourir à cause de ça. Alors, je ferme la parenthèse sur le diagnostic différentiel entre Guillain-Barré et myasthénie, la polymyosite. La polymyosite, surtout lorsqu'on a un déficit proximal au niveau de la ceinture scapulaire ou pelvienne, un tableau myopathique. Dans la polymyosite, il y a des douleurs musculaires, c'est très important. On peut avoir des signes cutanés, surtout dans la dermatomyosite. Cet érythème au niveau du décolleté, au niveau des paupières, au niveau des faces d'extension des articulations, des petites articulations des doigts, au niveau du coude. Et lorsqu'on fait le dosage des enzymes musculaires, les CPK ils sont élevés et le diagnostic il est confirmé par la biopsie. Alors, le traitement de la myasthénie, il peut être symptomatique et étiologique. Alors, traitement symptomatique, la jonction neuromusculaire ne fonctionne pas parce qu'il y a le récepteur qui est bousillé et pour forcer un peu la jonction neuromusculaire, on va bloquer l'anticholinésterasique. Ce qui fait qu'on ne va pas
arrêter la maladie en lui-même. On ne va pas s'attaquer aux auto-anticorps. On va freiner un peu l'acétylcholinestérase pour qu'il n'y ait pas de dégradation de l'acétylcholine et améliorer la transmission neuromusculaire. Alors, les anticholinestérasiques vont inhiber l'acétylcholinestérase, ils vont augmenter la concentration, ils vont entraîner une accumulation du neurotransmetteur de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique et ils vont favoriser la transmission neuromusculaire et ils vont lever le bloc neuromusculaire. Alors, il y a un seul médicament commercialisé en Tunisie comme anticholinestérasique, c'est le Mestinon, comprimé à 60 mg. La durée d'action de ces anticholinestérasiques est de 3 à 5 heures, disons en moyenne 4 heures, ce qui fait on commence à un comprimé x3 à dose faible, un comprimé matin, midi, soir, et par la suite, on augmente progressivement les doses en fonction de la réponse thérapeutique. On peut aller jusqu'à 6, même 8 comprimés par jour. Il ne faut pas prendre 2 comprimés à la fois, c'est toujours un comprimé. Un comprimé matin, midi, soir, par la suite, un comprimé toutes les 4 heures, toutes les 3 heures, et diminuer l'intervalle entre les prises, mais jamais 2 comprimés à la fois. Alors, à côté des traitements symptomatiques, le traitement le plus intelligent serait le traitement étiologique. On a des auto-anticorps qui sont en train de dégrader les récepteurs acétylcholine. Il faut arrêter ce processus pathologique. Alors, en premier lieu, les corticoïdes, qui ont un rôle immunomodulateur. Les immunosuppresseurs qui vont déprimer le système immunitaire. On commence par les corticoïdes, surtout, comme je l'ai dit au début de mon cours, la myasthénie, c'est une maladie essentiellement de l'adulte jeune. On ne va pas s'amuser à donner des immunosuppresseurs chez l'adulte jeune, surtout chez la femme, en âge de procréation, qui va avoir des enfants, on ne va pas lui prescrire des immunodépresseurs ou des immunosuppresseurs. Dès le début, on commence par les corticoïdes. En général, on peut avoir gain de cause avec les corticoïdes. Les immunosuppresseurs vraiment de dernier recours. J'ai mis aussi les échanges plasmatiques qui sont indiqués lors des poussées de myasthénie. Lorsqu'on a une dégradation aiguë de l'état de malade avec détresse respiratoire, avec une libération massive d'anticorps antirécepteurs acétylcholine, on fait les échanges plasmatiques. Lorsqu'on fait les échanges plasmatiques, on va éliminer les auto-anticorps et on va entraîner une amélioration rapide de notre malade. Le traitement chirurgical, c'est surtout lorsqu'il y a une tumeur au niveau du thymus, résection du thymome. La chirurgie peut être aussi indiquée lorsqu'on a une myasthénie généralisée, grave chez le sujet jeune. Homme ou femme, une myasthénie généralisée entre 20 et 40 ans, même s'il n'y a pas de thymome, mais une myasthénie généralisée qui résiste au traitement, une malade qui fait des poussées de myasthénie assez rapprochées, il faut faire quand même une résection du thymus, même s'il n'est pas hypertrophié, parce que dans le vestige du thymus, on peut avoir quelques nodules actifs au niveau du thymus qui synthétisent les auto-anticorps antirécepteurs acétylcholine. Lorsqu'on fait l'ablation du thymus, on peut avoir une amélioration importante de l'état clinique de notre malade. Voilà, je termine sur cet algorithme qui s'adresse surtout dans le cas de myasthénie généralisée. On donne le traitement ne peut pas être au long cours. La prostamine, la myasthénie, c'est une maladie chronique qui ne guérit pas de façon définitive. On donne la prostigmine tout le temps, pendant toute la vie du malade. Et avec la prostigmine, parfois, on peut obtenir qu'une amélioration partielle. Et dans ce cas, on est obligé d'associer à la prostigmine les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Et les corticoïdes, on les donne à forte dose au début, 1 mg kilo, pendant 4 à 6 semaines, parfois même 2 mois, jusqu'à une amélioration importante de l'état clinique du malade. Par la suite, on dégraisse, on diminue progressivement la corticothérapie.
et de maintenir une dose d'entretien de l'ordre de 5 à 10 mg, 15 mg maximum de méthylprédnisolone, de cortencil ou soliprate. Alors, je reviens sur cet arbre décisionnel, myasthénie généralisée. On donne les anticholinésterasiques à tous les coups, puis on fait le scanner thoracique. Il y a un timum, on passe le malade au chirurgien avec toutes les précautions nécessaires, avec une constatation de pré-anesthésie et bien expliquer au médecin anesthésiste que le malade il a une myasthénie et pour prendre les mesures nécessaires pour ne pas donner de cura au cours de la myasthénie, au cours de l'anesthésie. Et pendant la chirurgie, lorsqu'on va manipuler un peu la tumeur thymique, lors de la résection, ça peut libérer une grande quantité d'auto-anticorps antirécepteurs acétylcholine, ce qui fait assez souvent, avant de faire l'intervention chirurgicale, on fait 2 séances d'échange plasmatique avant la chirurgie pour préparer le malade à la chirurgie. Pour les échanges plasmatiques, pour écarter tous les auto-anticorps qui sont déjà circulants, et même si au cours de l'intervention, il y a la libération d'une certaine quantité d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine, ce ne sera pas une quantité massive qui ne risque pas d'aggraver le malade. Alors, si le malade n'a pas de timome sur le scanner, si l'âge est inférieur à 40 ans, avec des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine positifs, on fait la thymectomie. Si l'âge est supérieur à 40 ans, avec anticorps antirécepteurs, surtout si les anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine sont négatifs, il ne faut pas faire de thymectomie. Si avec le traitement anticholinésterasique, le malade se porte relativement bien, avec un handicap faible, avec peu de retentissement sur la vie quotidienne du malade, on continue avec les anticholinésterasiques seuls ou associés à la corticothérapie. Si l'handicap est important, avec aggravation rapide des troubles d'exécution, une insuffisance respiratoire, on discutera les échanges plasmatiques, les immunoglobulines par voie intraveineuse, les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Si l'handicap est important, mais il n'y a pas d'aggravation rapide, le malade qui est tout le temps très faible, mais il n'y a pas de détresse respiratoire, des formes comme ça progressives, on associe aux anticholinésterasiques les corticoïdes et au besoin les immunosuppresseurs. Voilà, comme ça on a terminé avec la myasthénie. S'il y a une question, sinon on passe au cours suivant sur les myopathies. Alors, le traitement... Monsieur? Oui. الالغوريثم هذا الاخراني لازمنا نعرفوها. L'algorithme, non, ça est le domaine du spécialiste. Il faut connaître au moins les principes du traitement, qu'il y a un traitement symptomatique anticholinésterasique, il faut les connaître. Et les traitements adjuvants, les traitements, je dirais, étiologiques, corticoïdes, immunosuppresseurs, et au cours de la crise de myasthénie, les échanges plasmatiques. D'accord. L'arbre décisionnel, c'est des spécialistes. Je ne demande pas grand-chose pour ça. Monsieur, voilà. C'est quoi l'examen complémentaire de première intention? J'ai déjà répondu à cette question. Lorsqu'on a une solution de myasthénie,